En vous souhaitant une excellente année 2020, nous vous remercions encore une fois de plus de votre constante fidélité à Chérif La Télévision. 19h, temps universel. Au sommaire de cette session d'information, nouvelle année, nouveau rapport produit par le Centre central de lutte contre l'enrichissement illicite sur le bilan de ses activités de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali. L'économie malienne se porte bien et tous les indicateurs sont au vert malgré la crise multiforme qui secoue le pays depuis 7 ans. Nous y avons consacré un dossier. Et au plan international, le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation du Mali avec la détérioration du climat sécuritaire, notamment dans le centre du pays. Samedi 4 janvier 2020. Merci encore à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérif La Télévision. Je viens de vous le dire, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a présenté son tout premier rapport annuel d'évaluation des activités liées à la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite à la faveur d'une conférence de presse ce samedi matin à l'hôtel Maeva Palace. Le président de l'Office central s'est longuement apaisanti sur les activités phares de sa structure en présence des hommes de médias, notamment des communicateurs traditionnels, leaders religieux et autorités administratives. Était également présente notre équipe de reportage conduite par Marietou Diallo et Baba Keita. Ce rapport ainsi présenté de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali couvre la période allant du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018. Un bilan satisfaisant selon le président de la structure quand on s'en tient aux impacts des activités menées pour lutter contre l'enrichissement illicite. Ainsi donc, ce rapport fournit une analyse des liens entre l'enrichissement illicite, la corruption, le blanchiment de capitaux et les manquements à la déontologie, à l'éthique et à la transparence. Jusqu'à la mise en place de l'Office central, certes, les structures d'inspection, de contrôle, le CGSP, la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques ont dans leur attribution de façon inhérente une dimension de prévention. Et même la justice pénale a une dimension de prévention parce que même la répression a en elle-même quelque part les graines de la prévention. Mais la prévention conçue comme étant une activité à dérouler sur le terrain à travers des actions spécifiques, précises, d'information, de sensibilisation, de communication, d'alerte et même d'éducation, c'est véritablement avec l'Office central que cette mission a été conçue par la loi. Et nous pensons que c'est à bon escient parce que guérir encore une fois, dit l'adage populaire, est bien, mais prévenir est encore meilleur. Nous avons ensuite une mission de contribution à la répression de l'enrichissement illicite, appuyer l'action de la justice. En d'autres termes, l'Office central est chargé de mener des enquêtes, de mener des investigations sur des cas d'enrichissement illicite concernant les fonctionnaires. Ensuite, nous avons une mission de développement de la coopération au niveau national. Nous constatons et nous le disons, quelquefois nous déplorons l'existence d'une multitude de structures de lutte contre la corruption et quelquefois on se demande pourquoi autant de structures. D'ailleurs, l'Office central, on a dit, est-ce que ce n'est pas une structure de trop? Or, il se fait que l'Office central a été chargé par la loi de promouvoir, de susciter, de favoriser la collaboration entre les différentes structures qui existent. À travers des questions-réponses, les hommes de médias ont exposé leurs préoccupations quant au redressement engendré par l'OCLEI. Quelle activité concrète avons-nous faite? Encore une fois, je rappelle qu'il s'agit de la période 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, en plus des difficultés qui sont inhérentes au lancement de toute structure. Dans le cadre de la prévention, nous nous sommes déplacés sur tout le territoire national. Toutes les capitales régionales, nous y sommes rendus et nous avons rencontré des fonctionnaires, nous avons rencontré des membres de la société civile organisée, nous avons rencontré des membres de la société, les recotrades, merci d'être là, nous avons rencontré les représentants des recotrades, des chefs de village, des chefs de quartier, des chefs de famille, des mères de famille, des jeunes, des pasteurs, des évêques, juste dans les paroisses,
pour échanger avec eux, expliquer ce que c'est que la lutte contre la corruption au Mali, c'est quoi l'Office central, quelles sont ses missions, quelles sont ses difficultés, c'est quoi la déclaration des biens, en quoi consiste-t-elle, comment se passe-t-elle, de manière à donner des informations de première main directement en interaction avec les personnes concernées. Pour la déclaration des biens, nous avons élaboré et distribué environ 13 000 formulaires de déclaration des biens sur support papier et également sur clé USB. J'ai dit que l'Office central représente le Mali au niveau international. En particulier, il y a une convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui comprend un mécanisme d'évaluation des pays qui s'appelle mécanisme d'examen de l'application de la convention. Et c'est un examen par les pairs. L'Office central a eu à intervenir pour faire valider le rapport d'examen du Mali par le Niger et l'Afghanistan pour le premier cycle. Et pour le second cycle, le Mali est évalué par la France et les Seychelles. Pour la répression, en 2017-2018, nous avons eu une faible activité, je ne m'en cache pas. Nous avons eu très peu de dénonciations, nous avons reçu que 6 dénonciations. Nous-mêmes, nous avons décidé de nous saisir de 2 cas que nous avons trouvés intéressants à être examinés. Nous avons exploité les déclarations de biens qui sont intervenues. Je vous donnerai après les chiffres sur les déclarations de biens que nous avons reçues. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a été créé sous forme d'une autorité administrative indépendante pour mettre en œuvre la loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite en République du Mali. Parlons à présent politique dans ce 19h. À l'occasion du Nouvel An, le comité de pilotage des jeunes femmes du PRVM Fasoko a initié une cérémonie consacrée à la présentation de vœux au président du dit parti. Une tradition bien respectée en cette période de l'année en vue de se congratuler et de fixer le cap pour 2020, année des grandes réformes institutionnelles et constitutionnelles. Le reportage est celui de Tata Touré et de Samba Traoré. C'est au siège du Parti pour la restauration des valeurs du Mali qu'a eu lieu la cérémonie de présentation de vœux des militants au président du dit parti. Jeunes, femmes, membres du bureau exécutif national du PRVM Fasoko étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie de présentation de vœux. Chacun de ces intervenants a félicité le président du parti pour son combat pour la sauvegarde de la démocratie qui fait sa fierté et son admiration par les observateurs avisés. Puis la nomination du comité de pilotage, le président nous a fait confiance et le président nous a vraiment accompagnés. Toutes les activités à 100%, il contribue. Et non seulement il contribue, dès qu'on est sur le terrain, il demande tout le temps de nos nouvelles. Ça veut dire qu'il s'inquiète pour nous, il nous accompagne de loin et de près. Donc c'est quelque chose de formidable que nous trouvons vraiment. Le comité de pilotage, au fait, c'était pour mettre en place les mouvements, les bureaux des mouvements des femmes et des jeunes qui n'existaient pas dans le PRVM Fasoko auparavant. Donc c'est pour cela qu'on a fait toutes les régions pour mettre en place des bureaux des mouvements des femmes et des jeunes. Pour sa part, le président du dit parti a exprimé ce vœu à chacun des militants et militantes, puis les a remerciés pour l'immense travail abattu au cours de l'année qui vient de s'achever. Il a saisi l'occasion pour rappeler aux militants les défis à relever, dont le plus important est sans conteste l'élection législative qui sera organisée dans quelques mois. Nous apprécions ce premier présentant de vœux du parti, parce que c'est une première. Nous le félicitons à travers lui. Nous félicitons le mouvement des femmes qui sont avec lui, le mouvement des jeunes qui ont parcouru tout le Mali pour la mise en place des instances du parti au niveau national pour le congrès à venir. En retour, nous avons présenté nos vœux, les meilleurs, à travers ma personne, à l'ensemble du bureau national, au comité de pilotage, que l'année 2020 soit une année de prospérité, de paix, de cohésion sociale. Qu'elle nous voit réaliser tous nos rêves,
tous nos rêves, j'ai bien dit tous nos rêves, qui ne sont pas pu se réaliser en 2019. Nous avons des élections à venir, les élections législatives qui sont là, et dans le chronogramme du PDM Fassoko, nous nous attendons à une vingtaine de députés. Nous sommes en train de travailler pour ça, par la grâce d'Allah. Et vu l'état du parti, nous avons espéré que ces objectifs seront atteints. Ne serait que des remerciements à l'ensemble du Bureau national, aux militants et sympathisants du parti, à nos conseillers, à notre député et surtout au comité de pilotage qui vient de prendre une grande part dans l'organisation de cette présentation de vœux. La cérémonie a été magnifiée par de remises de tableaux de reconnaissance au président du parti, de prestations artistiques ainsi que la photo de famille. Je vous l'annonçais également dans les titres. Le Mali a connu une année 2019 particulièrement éprouvante en raison de la dégradation de la sécurité dans les localités de Mopti et dans les régions du Nord. En dépit de cette situation de guerre asymétrique, l'économie malienne a su résister avec une légère croissance et un taux d'inflation maîtrisé. La rédaction est donc allée à la rencontre de quelques opérateurs économiques maliens pour savoir davantage les raisons de cette performance en période de crise résiduelle. C'est un dossier de Boubacar Traoré et d'Ibrahim Koulibaly Ibé. Plusieurs secteurs économiques ont été secoués par la crise sécuritaire qui s'étend au Mali depuis quelques années. Mais au cours de 2019, les activités économiques de certains secteurs ont résisté face à cette situation, notamment côté commercial, industriel, artisanal et autres, afin de rehausser l'économie du pays. Dans le domaine de l'artisanat, si on synthétise, quand on regarde, nous sommes divisés en 3 groupes. L'artisanat de production ou de transformation, l'artisanat de services et l'artisanat d'art. Donc, certes, l'artisanat d'art a été très touché, mais l'artisanat de production ou de transformation ont beaucoup travaillé, beaucoup marché. Pour d'autres et tantôt moins pour d'autres aussi. Et l'artisanat des services, c'est-à-dire les mécaniciens, la réparation télé, tous ceux qui sont dans la maintenance, entretien, aussi ne chôment pas. Voilà. Maintenant, les activités liées au tourisme, avec l'absence des touristes, effectivement, eux aussi auront des problèmes parce que leurs premiers clients, ce sont les touristes. L'année 2019, ça a été une année difficile, très difficile, je dirais très difficile, mais le commerce du détail ont enregistré grâce à leur regroupage. Les commerçants détaillants se regroupent ici, d'aller à Lomé, d'aller à Dubaï, d'aller à Ghana, d'aller dans les pays limitrophes. Donc c'est ce qui fait que les commerçants détaillants sont enregistrés. Sinon, difficilement, l'année 2019, ça a été vraiment une année difficile. L'année 2019 a été certes une année difficile, mais les différents secteurs de notre économie ont résisté. Si on prend aujourd'hui le secteur de l'agriculture, d'après les chiffres annoncés, en tout cas annoncés par le ministère de l'Agriculture, on dépasse 10 millions de tonnes de céréales. Certes, au secteur du coton, il y a eu un peu de baisse de 700 et quelques mille tonnes par campagne 2017-2018, mais 2018-2019, on est autour de moins de 700 000. Ça, on peut dire, de ce côté, il y a eu un peu de baisse. Cette année, le nord du Mali a connu beaucoup de difficultés en matière d'approvisionnement, notamment l'axe Sévaré-Gao et Labezanga-Gao. Donc en dehors de cela, et sur les autres secteurs aussi, il y a eu des difficultés par rapport au nombre élevé des postes de contrôle, le retard dans la livraison des marchandises, le retard dans la livraison des hydrocarbures font que a joué un peu, impacté négativement sur les résultats que nous attendions cette année. Bon, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas fait de bons résultats malgré ces difficultés. Quand même, nous avons pu travailler, nous avons pu approvisionner correctement le pays comme ça se doit. Malgré quelques difficultés rencontrées, de bonnes perspectives sont à venir. Les perspectives sont bonnes par rapport aux chiffres, ou en tout cas les plans de stratégie qu'on a mis en place par rapport au 2020. Je pense que les perspectives sont bonnes. Nous attendons beaucoup de l'État du Mali cette année dans le cadre de la sécurité et dans le cadre de la fluidité des véhicules sur les différents corridors. Parce que vous savez, le retard
et nous cause énormément, ça fait des milliards. Quand on fait le cumul des retards que nous accusons dans les postes de contrôle et dans le déchargement des marchandises, ça impacte beaucoup sur l'économie. Et ce cumul, je peux vous donner un chiffre, par exemple, peut-être ça va pas vous, ça peut près de 5 milliards de pertes que nous enregistrons à cause des retards et des cumuls des délais de route que nous faisons sur les corridors. Après le Salon international de l'artisanat du Mali, Siama 2019, nous avons pu montrer nos savoir-faire. Le président de la République a témoigné devant tout le monde qu'il est agréablement surpris par la qualité des produits artisanaux. Donc cela dénote de l'espoir que nous comptons sur le gouvernement, l'administration précisément. Rappelons que l'économie joue un grand rôle dans le développement d'un pays et le nôtre arrive à se placer en bonne position malgré la crise sécuritaire persistante. Et voilà, une bonne performance économique pour notre pays, le Mali. Parlons encore d'économie avec la cérémonie d'investiture du président de l'association des revendeurs de véhicules d'occasion au Mali, en abrégé ARVO. Un événement officiel qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays, dont l'ancien ministre de la formation professionnelle, Mauloud Benkatra. L'événement a eu donc lieu ce samedi matin à la Maison des Aînés à Amdallaye ACU 2000, c'est en commune 4 du district de Bamako. Voyons plutôt les détails avec Fatmata Kane et Samba Traoré. C'est par la présentation des vœux du nouvel an du vice-président de l'ARVO Mali que commencent les travaux de cette cérémonie officielle. Elle s'inscrit dans le cadre de l'intronisation du nouveau président de l'association des revendeurs de véhicules d'occasion au Mali et la présentation du bureau. Depuis sa création en août 1992, cette association s'est fixée comme objectif la vente des véhicules d'occasion, vient de valider son tout nouveau bureau avec sa tête M. Siaka Diara pour un mandat de 4 ans. Féliciter les bureaux sortants et les bureaux rentrants, féliciter tout le monde et puis demander à tout le monde de travailler main dans la main. Beaucoup des activités. D'abord, ce que nous faisons, c'est de vendre des véhicules, d'aller acheter des véhicules ailleurs, en Europe, en Asie, en Amérique, pour amener. Maintenant, on veut nationaliser dans les jours à venir et puis montrer à tout le monde que nous, on est là. Vraiment, je suis très content, je suis très ravi pour ce nouveau bureau. Vraiment, le nouveau bureau sera à la tâche. Inch'Allah, on va travailler sur plusieurs domaines, dans le domaine de l'exportation de véhicules, avec les programmes qu'on a envisagés. On va créer notre marque Made in Mali, Inch'Allah. Présent à la cérémonie, le représentant de la Direction générale de la douane, du Conseil des chargeurs, de la police nationale et de plusieurs autres personnalités ont tous à tour de rôle adressé leurs précieux conseils à l'endroit de cette association. Donc, le seul conseil qu'on peut vous prodiguer seulement, c'est de continuer à toujours déclarer et consigner les droits aux différentes frontières d'entrée. Parce que pourquoi je le dis, voilà, au risque de ne pas se faire prendre par les brigades mobiles et les brigades de recherche à Bamako et à l'intérieur du Mali. Parce que nous sommes aux différentes portes d'entrée. Si vous ne déclarez pas et vous ne consignez pas, on va faire ce qu'on doit faire. Donc nous sommes vos premiers partenaires. Au nom de monsieur le directeur général de la police nationale, je ne peux que vous encourager dans vos activités et vous dire que la police malienne restera disponible pour vous accompagner par rapport à la bonne marche de votre entreprise et de vos activités au quotidien. Quant à l'ancien ministre Mauloud Benkatra, invité d'honneur de la rencontre, il s'est réjoui du déroulement de la cérémonie. Il les a par ailleurs exhortés à persévérer davantage dans cette démarche pour la création des entreprises de véhicules au Mali. Je vous exhorte, camarades, je vous exhorte à vous rendre encore beaucoup professionnels. Ça veut dire qu'il faut que le nouveau bureau et le président disposent d'un véritable plan de communication
et d'une stratégie à court, moyen et long terme. Il ne faut pas vous minimiser. Il ne faut pas vous minimiser parce que votre profession que vous avez choisie pour votre pays, pour vous, vos familles, peut être la première entreprise malienne qui peut fabriquer des voitures made in Mali dans notre pays. Signalons que le nouveau bureau de l'Arvo Mali est constitué de plus d'une quarantaine de membres et 14 commissions. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit bien de l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, sur un tout autre plan, l'actualité au plan surtout international, je vous en parlais en début d'édition, le patron de l'ONU s'est dit très pessimiste sur les récents événements dans notre pays. Au moment où tous les regards se tournent vers les élections législatives cette année, Antonio Guterres a plutôt dressé un tableau peu reluisant de la situation dans un rapport remis aux membres du Conseil de sécurité. Et c'est Alhamidou Badini qui nous en dit plus à travers ce commentaire. Dans son dernier rapport sur la situation au Mali, le secrétaire général de l'ONU déplore les retards politiques dans l'application de l'accord de paix de 2015 ainsi que l'insécurité croissante due à la prolifération des groupes terroristes. Deux constatations qui, selon lui, pourraient mettre en péril l'avenir des réformes politiques attendues. Antonio Guterres détaille ainsi le menu, les attaques dont ont été victimes les forces de défense et de sécurité maliennes dans le nord du pays, les pertes de l'armée malienne note-t-il, ont augmenté de 116% le trimestre dernier par rapport au précédent et la force de maintien de la paix de l'ONU déployée au Mali, la MINUSMA, a subi 68 attaques cet automne, soit 3 fois plus que cet été. Le patron de l'ONU regrette également le manque d'avancée sur le plan politique avec l'incertitude qui entoure les suites du dialogue national inclusif lancé par Bamako. Il ne voit pas comme un bon signe le boycott des partis d'opposition aux discussions tenues en décembre et il craint qu'un consensus ne soit très difficile à trouver. Dans l'actualité africaine d'aujourd'hui, on vous parlera de l'Algérie où le mouvement Le Hirak est retourné dans la rue pour le 46e vendredi de manifestation au lendemain de la libération des détenus. La crise libyenne s'accentue et divise la communauté internationale. Le maréchal Khalifa Haftar appelle à la mobilisation générale contre une intervention turque dans ce pays divisé en deux. Le Nigeria est de nouveau frappé par une attaque sanglante dans un de ses villages du centre du pays, faisant un bilan de 19 morts. Et enfin, on vous parlera des funérailles du général iranien Qassem Soleimani. Le commentaire, c'est avec Alhamidou Badini. En Algérie, le Hirak retourne dans la rue au lendemain des libérations des détenus. Comme toutes les semaines, depuis plus de 10 mois, une partie des Algériens était au rendez-vous pour ce 46e vendredi de manifestation. Malgré la remise en liberté provisoire jeudi de dizaines de détenus et l'annonce du nouveau gouvernement dans la foulée, les manifestants du Hirak ont répété les mêmes demandes que d'habitude. En ce premier vendredi de l'année, une foule s'est mobilisée à Alger et dans d'autres villes algériennes. Dans la capitale, ce n'était pas la foule de manifestations d'avant la présidentielle, mais elle semblait plus importante que les 2 dernières semaines. Sous un ciel dégagé, les contestataires ont déployé des drapeaux algériens et répété les slogans qu'ils scandent depuis plus de 10 mois. Leur demande reste le même, un changement du système, un état de droit, un pouvoir civil. Le Hirak souligne aussi qu'il n'oublie pas le reste de ses revendications, un état démocratique et un changement du système en place. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 19 personnes dans un raid mené dans la nuit de jeudi à vendredi dans une communauté rurale du centre du Nigeria, a indiqué la police vendredi. Les assaillants, pour l'instant non identifiés, ont attaqué le village de Tawari dans l'est de Kogi, à 100 km au sud de la capitale fédérale Abuja, et ont ensuite mis le feu aux habitations. Ils ont brûlé les maisons, une école, une église et la résidence du chef traditionnel. Un agent des forces de sécurité locales a déclaré à l'AFP que cette tuerie était un acte de vengeance d'une communauté rivale dans un contexte de tension dans la région. Le
Le maréchal Haftar appelle à la mobilisation générale contre une intervention turque en Libye. Le chef de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, a appelé vendredi la population à porter les armes contre une éventuelle intervention militaire turque en Libye dans un discours retransmis à la télévision. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de la capitale libyenne, a appelé vendredi 3 janvier au soir à la mobilisation générale et au djihad contre une éventuelle intervention militaire turque en Libye en soutien au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Les députés turcs ont approuvé jeudi une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le GNA dont les troupes combattent les forces du maréchal Khalifa Haftar. Des milliers d'Irakiens se sont rassemblés à Bagdad samedi 4 janvier pour les funérailles du général iranien Qasem Soleimani, de son principal lieutenant en Irak Abu Mehdi al-Mohandis, ainsi que d'autres victimes tuées dans un raid américain la veille près de l'aéroport de la capitale irakienne. La journée de funérailles a débuté dans le sanctuaire chiite du quartier de Kazimiya, dans le nord de Bagdad. Les participants ont réclamé vengeance pour Abu Mehdi al-Mohandis, chef opérationnel de la coalition de paramilitaires chiites intégrés aux forces de sécurité irakiennes. En tout, les tirs de précision d'un drone américain qui a pulvérisé dans la nuit de jeudi 2 à vendredi 3 janvier les deux voitures à bord desquelles se trouvaient Soleimani et Mohandis a fait 10 morts, 5 Irakiens et 5 Iraniens. En Australie, alors qu'une surface équivalente à 2 fois la Belgique a déjà brûlé, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé samedi 4 janvier le déploiement de 3000 militaires réservistes pour faire face aux feux de forêt. Le même jour, des dizaines de milliers d'Australiens ont dû évacuer leur domicile dans le sud-est du pays, la région la plus peuplée. Un général 2 étoiles a été nommé pour superviser l'intervention de l'armée, tandis que le porte-hélicoptère a été déployé pour contribuer à l'effort de lutte contre ces feux. Depuis des mois, l'armée australienne apporte son aide en matière de reconnaissance aérienne, de cartographie, de recherche et de sauvetage, de logistique et de soutien aérien. Environ 2000 militaires ont par ailleurs déjà été déployés. À présent, un communiqué du gouvernement malien avant de refermer ce journal. Le gouvernement de la République du Mali a suivi avec préoccupation les manifestations qui se déroulent dans le cercle de Mbadiagara visant le départ des troupes de la MINUSMA. Le gouvernement condamne fermement ces actes qui sont de nature à remettre en cause les efforts déployés par les autorités nationales et les partenaires internationaux pour le retour de la sécurité, de la stabilité, de la paix au Mali. Tout en rappelant que la MINUSMA est présente dans notre pays à la demande des autorités nationales et conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but d'assurer le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Le gouvernement appelle les populations à la retenue et les invite à ne pas tomber dans le piège des ennemis de la paix. Le gouvernement exprime son soutien et sa totale solidarité aux représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, au personnel de la MINUSMA et à l'ensemble des pays contributeurs de troupes pour leur engagement pour la paix et la réconciliation. Voilà donc un communiqué signé par le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Bachili pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à très vite. Merci.